Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à la session sur répondre aux besoins en numératie basée sur les évaluations de l'apprentissage des élèves en troisième année 2015, offerte par le Consortium provincial francophone. Mon nom est René Michaud. Je profite de l'occasion pour remercier Éric de nous avoir arrangé le tout technologiquement pour que ce soit possible cet après-midi. Alors, merci à tous d'être présents. Je sais qu'à 16 heures, on a un petit peu moins d'énergie. On va fonctionner efficacement aujourd'hui. Vous allez voir, les questions sont assez simples aujourd'hui. La première, c'est qui êtes-vous? Alors, avec les outils pour tracer, Éric, si tu pouvais me mettre les outils pour tracer pour une raison quelconque, je les ai pas devant moi. Merci. Vous n'avez qu'à prendre l'outil puis essayer de faire un X ou un crochet dans la colonne où vous appartenez. Et si vous appartenez à plus qu'une colonne, ça va. Ceci va nous permettre de se connaître entre nous, savoir qui est présent et puis à quelle année on s'adresse aujourd'hui. Alors, principalement deuxième et troisième année. Est-ce qu'il y a des administrateurs? Ne vous gênez-vous pas si vous êtes plus qu'une personne dans votre station. Ça prendrait plus qu'un crochet. Les administrateurs, bien sûr, ont un rôle important à jouer. Alors, vous êtes tous bienvenus. Excellent. Merci beaucoup. Alors, si on enlevait les outils, allons-y avec la prochaine diapo. L'objectif de EAE, c'est l'évaluation. D'abord, EAE, on sait très bien que c'est l'évaluation de l'apprentissage des élèves. Et il y a trois objectifs principaux. Le premier, bien sûr, améliorer l'apprentissage chez les élèves, c'est l'objectif principal. Lorsqu'on a fait l'année 1 l'année dernière, c'était le seul objectif atteignable, étant donné que c'était la phase 1 du projet pilote de EAE. Le deuxième objectif, c'est de faire progresser l'enseignement destiné aux élèves. Cette année, avec la possibilité de faire des rapports, on peut, ou de lire des rapports ou imprimer des rapports, on peut maintenant mieux analyser les résultats. Et donc, cette année, on avait deux objectifs. Quand la phase pilote sera terminée, on pourra enfin parler d'un troisième objectif qui est d'assurer aux Albertains que le système éducatif répond aux besoins des élèves et atteint les objectifs fixés par l'arrêté ministériel. Alors, il est important donc de noter que en phase pilote, on peut-être pas assurer aux Albertains que tout fonctionne bien encore, mais c'est un des objectifs qui s'en vient et qui sera atteignable éventuellement, bien sûr. Qu'est-ce que la numératie? Si vous regardez un petit peu partout, la numératie est définie de différentes façons, surtout si vous allez d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre. En Alberta, voici la définition. La numératie est l'habileté, la confiance et la volonté d'interagir avec l'information quantitative ou spatiale pour prendre des décisions éclairées dans tous les aspects de la vie quotidienne. Et on parle ici de l'information quantitative qui veut dire que c'est mesurable, c'est mesuré, c'est sous forme de montant ou de quantité. Alors que l'information spatiale, elle, est celle qui se rapporte à l'emplacement des objets ou à la relation entre les objets. Un exemple de ça serait, par exemple, quand vous voulez stationner votre véhicule, vous regardez, vous utilisez ou analysez l'information spatiale qui est autour de vous afin de vous stationner correctement. Toutefois, si vous frappez un autre véhicule, et vous devez utiliser l'information quantitative pour déterminer combien ça vous coûtera par la suite. Blague à part, la numératie est donc définie ici. Donc, le 16 novembre dernier, vous avez eu enfin, par l'intermédiaire du tableau de bord, l'option de voir les résultats, de revoir les résultats sous forme de rapport, imprimer les rapports, mais aussi de imprimer les rapports selon différents critères. Et dans l'un des rapports, celui entre autres de la classe, vous pouviez voir un graphique comme celui-ci. J'aimerais un crochet vert si vous semblez bien comprendre ce graphique, un X rouge si vous aimeriez que j'ajoute un détail ou deux sur ce graphique. Alors, crochet vert, vous êtes confortable, on passe à la prochaine diapo. Dès que je vois un X pendant, je vais m'assurer de passer là-dessus. Ça s'en vient. Excellent. OK. Bienvenue, si vous êtes bien sûr bienvenue à poser des questions plus tard, on peut y revenir. Merci d'enlever les crochets. Même chose ici, le deuxième, si ceci vous semble assez clair, ça prendrait un crochet vert. Dès qu'il y a un X, je vais prendre le temps de l'expliquer. Du moins, le mieux que je peux, puisqu'il n'est pas interactif, c'est une photo plutôt que
que l'aspect lui-même. Sachez cependant que j'ai essayé d'avoir une version pour numératie. Vous allez voir que c'est vraiment littératie. Je n'ai pas accès au tableau de bord n'étant pas une enseignante. Et donc, je peux seulement avoir des photos de ce que vous avez, vous, devant vous sur le tableau de bord. Merci pour vos réponses. On passe. Celui-ci, vous est-il clair? Alors, un crochet vert, si celui-ci vous semble assez clair. Un X rouge, si ça mérite notre attention. Alors, celui-ci veut simplement dire que l'élève, je vais l'appeler Paul, Paul a obtenu ce résultat le jour ou les jours que vous avez administré l'examen ou les tests. La barre noire signifie que si Paul refaisait le même test, il pourrait se trouver sur cette étendue, n'importe où sur cette étendue. C'est un peu la marge d'erreur, si vous voulez. Et bien sûr, de gauche à droite, le niveau de difficulté 1 qui représente un élève qui a de grandes difficultés, jusqu'au niveau 5, qui est un élève qui est très avancé. Alors, on y va. Prochaine diapo. Alors, pour les niveaux de difficulté, chacun des niveaux de difficulté, quand vous avez imprimé vos rapports, entre autres le rapport individuel, là, vous avez pu voir que peut-être Johnny était qualifié de difficulté 5, c'est-à-dire que lui peut faire des liens avec des expériences personnelles. Alors, on lui apporte une notion, un contexte, etc. Il peut faire des liens avec des expériences personnelles. Il peut travailler, il peut retourner à ses connaissances antérieures. Sa compréhension est approfondie du contenu de littératie. Alors, le mot approfondi qualifie les élèves de niveau difficulté 5. La logique et le raisonnement permet une communication et une solution complète. Donc, ils sont vraiment articulés à ce niveau-là. On utilise des images et des symboles pour représenter et interpréter des données. Elles sont utilisées bien sûr correctement et leurs stratégies sont dites efficaces. Mais si on se rend à un élève de niveau 3, qui est en fait la norme standard, bien les stratégies sont appropriées, par exemple, plutôt qu'être efficaces, ou la compréhension est dite adéquate du contenu. Alors, vous voyez les nuances, alors que l'élève de niveau 1, lui, a certainement beaucoup de difficultés comparativement à ce qu'il devrait savoir ou être capable de faire. Donc, par exemple, les stratégies qu'il utilise sont dites simples. La logique, le raisonnement sont non développés ou complètement absents. Alors, c'est un élève qui éprouve beaucoup de difficultés. Donc, à partir de ces informations-là, vous avez une meilleure connaissance de qui est devant vous dans votre salle de classe. C'est sûr que parler avec ces élèves, être en présence de ces élèves toute la journée pendant un certain temps, ça n'en dit beaucoup. Les tests peuvent confirmer en partie ce que vous savez déjà, peuvent peut-être ajouter des détails, c'est la beauté de les faire. Donc, comme les rapports sont à peu près 15 pages par élève, on se retrouve avec une quantité d'informations fort énorme. Donc, on vous propose de faire un focus à court terme, de prendre un sujet, de l'explorer, d'aller voir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est encore au niveau pilote. Ceci implique que c'est pilote au niveau de la qualité des questions, c'est pilote au niveau de la technologie, c'est pilote au niveau de la qualité des rapports, est-ce qu'ils veulent dire, est-ce qu'ils communiquent bien l'information. Donc, à ce point-ci, on va pas... C'est pas le temps de s'énerver et d'avoir peur de rejoindre tous les besoins. Quoique c'est l'idéal, ce serait ça. Mais pour le moment, on pourrait pas se baser uniquement sur les EAE puisqu'ils sont à niveau pilote encore. Si on continue, comment regrouper ces élèves? Bien, puisque les élèves sont cotés comme étant de niveau difficulté 1 à 5, quand c'est le temps de regrouper vos élèves, vous avez tout d'un coup un outil qui peut vous aider. Alors, ce pourrait être intéressant. Maintenant, sachez que regrouper ces élèves au niveau littératie peut être fort différent que de regrouper ces élèves au niveau littératie. Alors, soyez prudents. Il ne faut pas nécessairement extrapoler. Et on cherche bien sûr comment appuyer tous les différents niveaux d'apprenants dans la classe. Alors, le regroupement pourrait être une façon d'appuyer ces élèves parce qu'on n'a pas, si on a 25 élèves dans la classe, on n'a pas nécessairement le temps de les rejoindre un à un. Mais si on pouvait les grouper, on vient tout juste de sauver un peu de temps, bien sûr.
Maintenant, comment les faire progresser? Alors, on parle de regrouper ces élèves-là, on parle de mieux les connaître. Éventuellement, avec les résultats, on veut les faire progresser. C'est l'objectif. Donc, on va regarder aujourd'hui deux tendances. La tendance spatiale et la tendance quantitative que nous avons retrouvées dans les EAE. On a tiré un peu d'informations à partir du feedback de certains enseignants. Où étaient les plus grands trous dans leur classe? Et basé là-dessus, je vais vous donner des exemples. C'est sûr que c'est pas basé sur vos besoins directs. J'ai pas vu vos résultats. Mais je vais parler de façon générale de quelques stratégies qu'on pourrait utiliser et on commence à l'instant. Si vous avez un bout de papier ou un crayon, dessinez un hexagone. Sinon, on s'énerve pas. Dessinez un hexagone dans votre tête. En présumant que cet hexagone est complété, je m'aventure à dire que probablement votre hexagone ressemble à ceci. Et si c'est vrai, j'aimerais un crochet vert. Si votre hexagone se rapproche le moindrement de l'hexagone qui est devant vous, un crochet vert, ce serait apprécié. Et effectivement, 4 d'entre vous, 5, 6 d'entre vous avez dessiné un hexagone régulier. C'est typique, c'est symétrique, c'est beau, c'est agréable à l'œil. C'est aussi ce qu'on retrouve le plus souvent dans une ressource autorisée que vous utilisez régulièrement dans la salle de classe. Mais est-ce que ce sont les seuls hexagones? Vous avez fait un hexagone régulier qui est un cas particulier de ce qu'on appelle hexagone, mais en réalité, ceci est un hexagone, ceci est un hexagone, ceci est un hexagone et celui-ci aussi. Là où je veux vous amener, c'est que spécialement parlant, on vient d'associer un vocabulaire à des formes, mais qu'en réalité, dans la salle de classe, on se limite à une seule, alors qu'il y a plusieurs opportunités. Et sortir de la boîte, sortir de cette régularité-là qu'on a depuis des années qu'on enseigne, là, nous permet à l'élève de voir autre chose. Pourtant, c'est toujours des hexagones. Et explorer le mot hexagone d'une autre façon va amener l'élève à mieux comprendre qu'est-ce que c'est un hexagone. Il ne sera pas toujours tenté de dessiner celui qui est régulier tel que vous l'avez fait. Maintenant, dessiner un triangle rectangle sur papier ou entre vos deux oreilles, bien sûr. Et ici, je ne veux pas tester qu'est-ce que c'est un triangle rectangle. Alors, je vais vous dire, c'est un triangle qui a un angle de 90 degrés. D'accord? Tout le monde a dessiné? C'est beau, vous avez une idée? Un crochet vert, si votre triangle rectangle ressemble à celui-ci, mais en particulier si l'angle droit est en bas à gauche. Un crochet vert, si votre triangle rectangle est en bas à gauche. Et encore une fois, si vous me donnez un crochet vert, typiquement, c'est parce que c'est ça qu'on voit dans les ressources, c'est ça qu'on dessine dans la salle de classe. Si vous avez fait autre chose, c'est merveilleux. Vous avez appris tout d'un coup à dessiner autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Et ça va devenir important dans les exercices qui s'en viennent. Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être essayé de mettre l'angle droit en haut à droite ou l'angle droit en bas à droite et l'angle droit en haut à gauche, c'est bien. Mais je serais curieuse de voir si vous avez essayé de le mettre comme ceci ou comme cela, un petit peu partout, comme ça. Alors, en termes de... C'est toujours des triangles rectangles, sauf qu'on s'amuse à les mettre différemment. D'accord? Parlant de raisonnement spatial, voici quelques petites choses intéressantes dans votre programme d'études. En deuxième année et en troisième année, il y a des régularités répétitives. En deuxième, c'est plutôt de 3 à 5 éléments, alors qu'en troisième année, je m'excuse, il n'y en a plus. Les régularités croissantes sont particulièrement numériques jusqu'à 100. Il y en a quelques-unes qui sont non numériques. En troisième année, ils doivent se rendre jusqu'à 1000 et quelques-unes sont non numériques. En régularité décroissante, c'est ici qu'il n'y en a pas en deuxième année, mais qu'on en retrouve en troisième année sous la forme numérique jusqu'à 1000 ou non numérique. Alors, ça nous permet ceci de voir la variété que deuxième année peut faire, la variété que troisième année peut faire. On va aller en voir quelques-unes pour voir comment on peut aider nos élèves. Voici une régularité qu'on verrait dans un livre, qu'on ferait peut-être avec des carreaux de plastique dans la salle de classe. Que viendrait ensuite? Je vous poserai même pas la question. Tout le monde sait que ce sera 5 carrés gris à droite. C'est ça. Maintenant, si on ajoutait un petit peu de couleur, tout d'un coup,
du côté spatial, et on vient de toucher à une neurone différente ici parce qu'il y a de la couleur. Donc, les 5 carrés qu'on doit dessiner doivent être de couleurs différentes. Et bien, puisque les couleurs alternent, ce sera rouge, bien sûr. Mais ceci donne une alternative de choses que vous pouvez présenter avec vos élèves. Si on les mettait la même chose maintenant, mais horizontalement, voyez-vous comment ça marche? Tout d'un coup, l'élève doit le regarder sous un angle différent. Pourtant, c'est la même régularité. Et si on faisait un coin, même idée, l'élève doit la regarder une deuxième fois, une troisième fois peut-être pour voir que c'est en fait la même chose. C'est pas plus difficile. C'est simplement l'allure de départ qui est simple. La réponse n'est pas plus difficile, bien sûr. Maintenant, voici la régularité avec laquelle on est parti. Si on la tournait de direction maintenant, alors je retourne en arrière, elle est horizontale, on va de gauche à droite pour la lire et l'analyser et découvrir ce qui s'en vient, alors que celle-ci est verticale, on part du haut vers le bas. D'accord? Maintenant, on pourrait assurer qu'il y a une partie constante. Alors ici, on sait très bien qu'à droite, on placera un carré rouge et 5 bleus. Tout ça pour dire que le carré rouge est constant, la partie croissante est bleue. L'élève doit enfin analyser autre chose qu'une partie croissante. Alors, on vient de monter d'un niveau de difficulté, je dirais. Même chose ici, la partie constante est un petit peu plus grande, a 2 couleurs. Alors, ça force les élèves à penser. Celle-ci, c'est la même régularité, mais linéairement. Et voilà comment on peut fonctionner avec des carreaux. Maintenant, je vais vous présenter une question que je vais vous montrer la version A et B. Version A, combien y a-t-il de perles cachées sous la chaudière? Si vous êtes plus qu'une personne, allez-y discuter avec votre partenaire ou vos partenaires. Si vous êtes seul, essayez de trouver une réponse. Voici la chaîne. Combien y a-t-il de perles cachées sous la chaudière? Ce serait plaisant si on avait quelques réponses dans la boîte de clavardage afin de discuter. Alors, si vous voulez faire une tentative de réponse, ce serait franchement apprécié. C'est sûr que ça prend quelques secondes de plus. Il faut analyser ce qui se passe. Il y a 2 couleurs. Il y a une régularité croissante. Alors, 3 blancs, 3 noirs est une suggestion. 4 noirs, 4 blancs est une autre suggestion. Est-ce que j'ai une autre suggestion? Une troisième me plairait. Ah, Joël voulait en fait dire 3 noirs suivis de 4 blanches. Ou 4 blanches suivies de 3 noirs. Et c'est fort intéressant. Vas-y François, continue à taper. Tu as probablement une réponse d'équipe ici. Vous avez probablement eu un petit débat, ce qui aurait été plaisant d'enregistrer. 3 noirs, 3 blanches. Et certaines personnes trouveront plus facile de regarder cette régularité à partir de la ligne qui est en haut, à partir de la baie noire à gauche, et de continuer vers la droite et revenir en dessous. Quelques personnes commenceront en bas avec les blancs, iront vers la droite et monteront en haut ensuite. Ça dépend comment vous le regardez. Mais ce qui est intéressant, c'est que la question permet de regarder les régularités sous une forme différente. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que ceci est une version A. Voici, je vais vous montrer une façon qu'un élève nous a expliqué son raisonnement. On l'a écrit avec une main d'adulte, bien sûr. Mais vous voyez comment l'élève a dit, ben il y en a 1 noir, 2 blancs, 2 noirs, 4 blancs. Alors, c'était croissant, etc. Et il en est arrivé à une réponse. Pas nécessairement que la réponse est nécessairement bonne, mais vous voyez que papier-crayon, ça aide dans certains cas, et c'était le cas ici. Peut-être qu'un élève aurait besoin des objets devant lui. Alors ici, un élève pourrait travailler à l'imager, mais on pourrait aussi lui donner quelque chose avec lequel travailler, des blocs ou quelque chose pour imiter le dessin, le reproduire sur le pupitre et ensuite travailler avec. Mais pour une version plus difficile, voici, c'est la même question,
Mais j'ai ajouté quelque chose. Alors, il y a une petite ligne noire qui a été ajoutée en bas à gauche sur la dernière perle blanche, c'est-à-dire ici, pour montrer que peut-être le nombre de billes blanches ici n'est pas terminé. Donc là, tout d'un coup, on vient d'ouvrir les possibilités. Il y en aura probablement plus. Il y en aura peut-être exactement le même nombre, on s'entend. Mais peut-être que l'élève voudrait explorer la possibilité qu'il y en ait encore plus. Et là, on aurait beaucoup de bonnes réponses. Et si c'était un travail qui était offert en équipe, on aurait alors de belles discussions riches à savoir quelles sont les bonnes réponses possibles. Puis peut-être qu'ils trouveraient une régularité à l'intérieur des réponses qu'ils développent eux-mêmes. Et tout ça est conditionnel en partie selon le nombre de perles blanches en bas à gauche. Plus il y en a, plus ça veut dire qu'il y en a de cachés sous la chaudière. Voyez-vous? Alors ça, c'est une type de façon d'explorer les régularités. Et la bonne nouvelle est que, à la toute fin du webinaire, les questions que je vous ai présentées, je vais vous les envoyer par document Word que vous pourrez télécharger à la toute fin et les avoir immédiatement sur votre ordinateur à la fin à 5 heures. Donc, on continue ici. Voici un autre exemple, une brochette de fruits. On vous demande de créer 15 brochettes de fruits pour la fête de fin d'année. Chaque brochette doit être identique et la présentation des fruits doit montrer une régularité. Votre enseignant vous donne les choix de fruits dans le tableau ci-dessous et il y a 4 fruits pour le moment, melon d'eau, fraise, banane, bleuet. Chaque fruit coûte une quantité d'argent différente et on demande à l'élève de faire 2 choses. Dessine ta brochette sur le bâton de à brochette ci-dessous. Et la deuxième question, c'est combien d'argent auras-tu besoin pour faire toutes les brochettes si tu dois prévoir 2 sous ou 2 cents par bâton? Le bâton n'est pas gratuit. Donc, l'élève peut créer sa propre régularité, est obligé de composer avec le prix. Mais est-ce que vous pouvez voir l'élément qui n'est pas dans la question, qui fait que cette question est devenue très ouverte? Alors, on prend l'opportunité de la boîte de conversation pour écrire quel est le critère qui fait que cette question-là peut nous amener bien, bien loin avec beaucoup de conversations différentes selon les groupes. Quelle information n'est pas offerte dans la question? Combien de fruits par bâton? En effet, ça pourrait être 2, ça pourrait être 4, mais c'est sûr qu'à 2 et 4, on n'aurait pas une régularité qui est évidente. L'élève doit se rendre à un certain nombre de fruits. Tu as absolument raison, Brittany. Absolument raison. Quel est un autre facteur que je n'ai pas identifié dans cette question qui fait que, wow, chaque équipe aura vraisemblablement une réponse différente? Alors, je vois que François est en train d'écrire, il est en train de se faire dire par ses collègues un autre critère. Oh, OK. Ça n'a pas marché. En fait, on n'exige pas des élèves qu'ils utilisent toutes les sortes de fruits. Ça pourrait être melon, fraise, melon, fraise, melon, fraise. Ou ça pourrait être banane, bleuet, bleuet. Banane, bleuet, bleuet. Banane, bleuet, bleuet. Voyez-vous ce que je veux dire? Comme j'ai pas imposé ceci dans la question, le nombre de réponses sera énorme. La longueur du bâton n'indique pas à l'élève non plus combien de fruits j'aurais besoin. Alors, on continue. Comment est-ce qu'on va compliquer cette question-là? Puis on va changer le prix. Alors là, on rentre oui, on est dans les régularités, mais on rentre dans le sens du nombre, où l'élève devra calculer le prix de ses brochettes. D'une brochette d'abord et de 15 brochettes ensuite. La version C, cette fois-ci, les nombres, le prix est plus élevé. Voilà. Alors, si vous voulez faire des régularités avec des symboles, les chiffres sont d'excellents symboles, les lettres sont d'excellents symboles. Alors, voici une option. Je vais vous donner, c'est la seule question que vous aurez besoin de répondre sur cette diapo. Qu'est-ce qui vient après le 1? S'il vous plaît, quelques réponses dans la boîte de clavardage.
Voilà, tu as raison, François. On sera en présence de 5 symboles de le 2-2-2-2-2. Excellent. Voilà, excellent, bravo. Bien, si on veut jouer à partir de ça, puis on veut en augmenter, parce que rappelez-vous, on aura des élèves qui seront capables de faire ceci, mais notre objectif est toujours de pousser l'élève vers un niveau plus compliqué. Alors, je vous donne des options sur cette diapo, et l'inverse est vrai. Si vous aviez une régularité qui est un peu compliquée, il faut comme enseignant être capable de réduire le niveau de difficulté également pour ses élèves. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Voyez-vous? Alors, dans le deuxième, on a 3 symboles, le 1, le 2 et le 3. Dans le troisième, on a 4 symboles. C'est toujours croissant, vous allez remarquer, mais on a changé le nombre de symboles. Ici, on a 4 symboles encore, c'est le 3 qui augmente. Donc, puisque le 3 augmente, puisque c'est croissant, il n'y a pas de fin. Ici, on a essayé d'en faire une décroissante. Malheureusement, ce qui arrive avec les régularités décroissantes, c'est qu'il y a une fin. On arrive à la fin, à un moment donné, on ne peut plus aller plus loin, alors ça limite le nombre de réponses possibles. Voici une qui complique les choses, où l'ordre croissant, mais c'est-à-dire les symboles, ne sont pas en ordre naturel dans les nombres. Alors, le 3 suivi du 1, suivi du 4, suivi du 7, suivi du 2, c'est pas naturel. Alors, ça demande une réflexion supérieure. Et ici, bien sûr, qu'est-ce qui viendrait après le 22? Je vous laisse dormir là-dessus. En tout et partout pour les régularités, n'oubliez pas que vous pouvez changer les objets, vous pouvez jouer avec les attributs tels la couleur, la grandeur, l'épaisseur que je ne peux pas démontrer bien sûr, et une combinaison de ces attributs-là qui fait que ça augmente le niveau de difficulté et les élèves doivent y penser davantage. Et finalement, bien, il y a potentiellement la direction. Comme on a tourné un coin dans une des diapos préalables, la direction pourrait faire que une régularité qui semble simple devient un petit peu plus visuellement compliquée du moins. Maintenant, pour avoir davantage d'informations là-dessus et avoir des idées, voici une ressource fort intéressante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le lien dans mes choses et je vais vous le mettre dans la boîte de clavardage si ça vous intéresse. Vous pouvez en fait cliquer directement dessus. Ça ouvrirait votre navigateur ou vous pouvez cliquer sur ce lien ou copier ce lien et ça arriverait à la même place. C'est un document qui montre différentes options, de facile à difficile, beaucoup de visuels, etc. Et je passe. En anglais, si vous travaillez en immersion, il y a potentiellement ces ressources dans votre école déjà, qui s'appellent Picture This and Seeing Relations. Ce sont 2 livres canadiens. Le contenu est vraiment sensationnel, ça vous donne d'autres bonnes idées, des façons d'aborder les choses et ça inclut un peu de questionnement. Le questionnement fait qu'une régularité peut être simple ou difficile. Si vous demandez juste la réponse, on va pas loin. Si vous demandez une justification, ça va aller encore davantage plus loin. Maintenant, du côté quantitatif, il y a des résultats d'apprentissage qui sont fort intéressants ici. On demande au niveau quantitatif une certaine maîtrise et une certaine de développer certaines stratégies de calcul mental. Par exemple, les faits d'addition et de soustraction correspondant jusqu'à 10 et comprendre et appliquer des stratégies pour les faits d'addition et soustraction jusqu'à 18. Ça fait partie de 2e année. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour augmenter ou diminuer le niveau de difficulté? Ce sont nos 2 objectifs aussi pour qu'on puisse travailler avec nos élèves de difficulté 1 et 2 et aussi 4 et 5. Alors, rappelez-vous que nos objectifs dans le programme d'études doivent être atteints idéalement par nos élèves entre septembre et juin. Les élèves ont 10 mois pour atteindre les objectifs. Ce serait injuste, par exemple, de évaluer les régularités jusqu'à décembre et de les laisser tomber. Parce qu'un élève peut maturer davantage après Noël et éventuellement comprendre davantage les régularités si on y revient de temps à autre. D'accord? Alors, ne pas oublier qu'on a 10 mois pour accepter, comprendre, maîtriser les résultats d'apprentissage de notre programme d'études. Donc, voici un exemple. Pour les plus avancés, on parlerait de 348 plus 218. Ça, c'est la partie symbolique de la question. On nous dit qu'ajouter un contexte fait beaucoup de différence chez nos élèves. Alors, on pourrait peut-être ajouter le contexte suivant. Johnny a 348 $ en banque et il dépose les 213 $ qu'il a eu pour sa fête.
grosse fête, je dois dire. Combien a-t-il d'argent maintenant? Alors, ça demande une somme, ça explique pourquoi il y a le signe plus d'ailleurs. Mais si un élève avait un peu de difficulté avec ça, il n'y a rien de mal à poser la question suivante. John est 48 $ en banque, il dépose 13 $ qu'il a eu pour sa fête. Combien d'argent a-t-il maintenant? Alors, sachez que les deux permettent de vérifier leurs habiletés en addition. C'est sûr que valeur de position est le thème ici. Est-ce que l'élève sait quoi faire quand il a des unités des dizaines ou centaines, dans le cas de la question plus difficile? Alors, vous voulez être capable de jouer entre les deux pour qu'un élève puisse prendre confiance et ne pas avoir peur de ces mathématiques-là. D'accord? Et s'il faut rester à la version plus facile plus longtemps, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Parce que ça sert à rien d'aller plus vite. S'il n'a pas la notion de base au départ, la question plus difficile qui a 3 chiffres, il ne sera pas plus capable. Une autre façon ou un autre contexte ici, si on voulait faire une fête et qu'on veut donner des sacs à surprise à la fin de la fête, on a 34 invités, donc on a 34 petits sacs à surprise et voici 3 sacs. Je peux en acheter des sacs déjà prêts. Chaque boîte, je vais utiliser le mot boîte pour éliminer la confusion. J'ai 3 boîtes ici, chacune en contient 12, donc combien est-ce qu'il en restera après la fête? Et c'est là où l'élève doit faire quand même 2 gros calculs, doit calculer qu'il y en a 36 au total dans les 3 boîtes. Il en a besoin de 34 et lui en restera 2. Mais comment jouer avec ceci? Alors, la première version pourrait être, j'ai besoin de 34 sacs à surprise, chaque boîte contient 40. Voyez-vous, il y a une seule boîte maintenant que l'élève doit acheter pour en avoir suffisamment. Combien en restera-t-il? La deuxième version serait, j'ai 34 sacs que je veux acheter, mais je dois maintenant acheter 2 boîtes qui en contiennent 20 chacune. Alors là, on a besoin de faire davantage de calculs et de vraiment être un consommateur. Parce qu'oubliez pas, la numératie, c'est utiliser les mathématiques dans la vie de tous les jours. Donc, ici, on démontre une notion de consommation. Et une version plus difficile, bien sûr, j'ai simplement augmenté le nombre de les nombres. J'ai besoin de 145 sacs à surprise. Chaque boîte en contient 40. Combien de boîtes devrais-je acheter de sorte qu'il y en aura le moins en trop? Hey, c'est dur à dire, là. Le français n'est pas facile. C'est sûr que en deuxième année, si vous êtes en francophone ou immersion, il faudra faire des nuances. Le vocabulaire devient, ou la phrase devient un obstacle. Pour certains, ça ne devrait pas l'être. Je vous donne cette version-ci, cependant, ce sera en document Word. Vous pourrez le formuler comme bon vous le semble. Donc, l'enseignant a tendance à donner le nombre de départ, mais on vous suggère de procéder par étapes. Et voici quelques étapes que vous pourriez suivre, d'accord? C'est pas magique, mais ça vous donne des options. On vous suggère, par exemple, de commencer avec un problème plus simple. Absolument. Et bâtir sur le niveau de difficulté en grandissant les nombres ou en augmentant le nombre d'informations qui manquent. Donc, il y a plus de variables avec lesquelles jouer. Donc, commencez avec un problème plus simple. La deuxième option, et je vous donne un exemple ici, c'est exactement 2 contenants avec la même quantité, donc 2 sacs de 10 items. C'est simple. Mais on pourrait aussi, au lieu de donner exactement 2 sacs avec 10 items chacun, on pourrait donner une pile d'objets de manipulation où l'enfant, qui comprend la question, le problème, le scénario que vous lui donnerez, doit choisir alors ces objets de manipulation pour représenter la chose. Donc, si par exemple, on lui donnait une pile de cubes unifixes et des bols, ok, c'est lui maintenant qui doit composer qu'est-ce qu'on va mettre dans les bols, pourquoi on en met autant dans les bols, qu'est-ce qu'on va faire avec, est-ce qu'on doit additionner ou soustraire. Alors, l'enfant doit porter un jugement supplémentaire, soit de choisir ses outils lui-même. Une autre façon, c'est de passer des outils de manipulation à la version dessin. Donc, il y aurait des dessins de boîtes ou de bols et le nombre serait inscrit dessus. Tout d'un coup, on passe à l'imager. Et finalement, on pourrait faire la question de façon symbolique. On peut quand même donner le contexte, mais la résolution serait faite symboliquement, donc avec les chiffres et tout ça. C'est une façon que vous pourriez procéder pour convenir aux multiples besoins différents qui sont dans votre salle de classe. Un exemple. Voici une espèce de pictogramme. Vous allez me dire, ça ressemble peut-être à un diagramme à barres. Alors, voici le scénario. On veut faire une levée de fonds et on a décidé de vendre des petits gâteaux.
Et l'enseignante en a préparé 20. Lundi, on en a vendu comme ça, mardi 2, mercredi, etc. Alors, la question, c'est combien est-ce qu'il va en rester à vendre? Tu sais, à la fin du vendredi, combien est-ce qu'il en reste? Alors ça, c'est une façon de formuler, de présenter le problème. Ici, il est imagé, bien sûr. Vous pourriez donner du matériel de manipulation pour aider les enfants plus faibles. Mais comment est-ce qu'on peut compliquer ceci alors? On pourrait enlever les lignes, c'est une façon. Ou on pourrait remettre les lignes, mais on a changé l'échelle. Remarquez, l'échelle à gauche est maintenant 5, 10, 15, 20, 25, ce qui veut dire que chaque petit gâteau est en fait 5 gâteaux. Donc, il faut changer bien sûr le contexte. Il n'y en a pas seulement 20 qui sont faits, mais davantage. Alors ici, ce qui veut dire que la version plus simple était une version qu'on appelle biunivoque. C'est-à-dire qu'un gâteau sur le dessin égale un gâteau dans la vraie vie. Alors que ici, un gâteau dans ce diagramme égale 5 gâteaux vendus dans la vraie vie, ce qui augmente le niveau de calcul, bien sûr. Et c'est sûr que ceci, on ne pourrait pas faire ça dès le septembre, octobre, novembre, décembre, peut-être même. Ça irait peut-être plus tard dans l'année, bien sûr. D'accord? Et comme les multiples de 5 sont vraiment assez simples, on pourrait peut-être faire les multiples de 4. Alors, l'échelle à gauche a encore changé. Chaque petit gâteau, maintenant, dans la légende qui est en bas à droite, chaque petit gâteau en vaut en fait 4. Vous pourriez faire 3, et puis pour les plus forts, vous pourriez faire 7, 8, peu importe votre imagination et votre limite, vraiment. Maintenant, je vous ai donné quelques stratégies, mais à un moment donné, il va falloir parler aux parents. Il va falloir que les parents, que vous ayez ce contact avec les parents. Les parents ont le droit de savoir, de connaître les résultats, ont le droit d'avoir votre version. Vous êtes les seuls, en fait, qui soyez qualifiés pour les interpréter. Vous êtes les seuls qui auraient l'avantage de pouvoir les utiliser au bénéfice de chacun de vos élèves. Les parents ont simplement besoin d'un peu d'informations, un peu de rassurance de votre part, que les EAE vont être utilisés pour aider les élèves. Vous avez trouvé quelques trous, vous allez aider les plus faibles, vous allez vous engager à aider. Mais rappelez-vous, au début du PowerPoint, on avait dit une chose à la fois. Oui, il y a trop d'informations, soyons honnêtes. Il faut commencer à quelque part, cibler un problème, cibler une chose à faire. Je vais parler ici de la version spatiale et la version quantitative. Peut-être ce serait autre chose pour vous. Mais les parents ont besoin de le savoir. Une chose qu'il faut leur rappeler des fois, c'est que les EAE sont franchement différents des tests de rendement. Et comme les EAE sont récents et les tests de rendement, je pense qu'on en a eu pour une 20aine d'années de tests de rendement, ils sont habitués, ils ont une attente. Ils ont peut-être même eux-mêmes fait des tests de rendement. Donc, ils auront besoin de connaître la différence et de voir l'impact et l'évolution de cette évaluation des élèves. Donc, c'est entre vos mains, bien sûr, que et les questions des parents vous indiqueront davantage c'est quoi les besoins qu'elles ont. En passant, parmi les documents que je vais vous donner à la toute fin, un des documents, malheureusement uniquement en anglais pour le moment, explique aux parents comment ça marche. Alors, ça explique, par exemple, c'est quoi le niveau de difficulté 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas nécessaire de l'envoyer à la maison. C'est pas ce que je dis. Je vous le donne. Il a été préparé par Albert Education. Il y a le logo des EAE dessus. Vous pouvez choisir de l'ignorer, vous pouvez choisir de l'utiliser. Vous pouvez simplement choisir de le montrer aux parents pour montrer qu'il existe sans nécessairement leur donner une copie. À vous de juger. Et si ce qu'on a fait aujourd'hui vous a intéressé, sachez qu'il y a quelques webinaires qui s'en viennent. On a une nouvelle initiative qui s'appelle Apprentissage professionnel en mathématiques à l'élémentaire. Il y a 4 webinaires en français qui s'en viennent, tous gratuits. Les 2 qui sont le 14 janvier portent sur la pensée additive, l'addition et la soustraction. C'est ça, la pensée additive. Et on aura aussi ensuite quelques webinaires c'est une répétition bien sûr, de pensée multiplicative, ce qui veut dire multiplication et division. Et ce qu'on veut vraiment encourager les enseignants à faire à l'intérieur de ces webinaires, c'est de penser au raisonnement. C'est pas simplement un algorithme qu'on applique avec la mémoire, mais plutôt comment raisonner ce qu'il faut faire. Et on espère que ceci vous aidera. Et je vais mettre dans la boîte de clavardage ici le lien où vous pourrez vous inscrire. Typiquement,
vous vous inscrivez sur le site du CPFPP, qui est mon employeur. Mais comme ceci est une initiative provinciale, nous allons utiliser le site CARC, carcpd.ab.ca, qui est notre sœur dans la région de Red Deer, qui s'occupe des inscriptions. Alors, si vous pouvez faire l'une des deux choses, aller au site de CARC et trouver les webinaires et vous inscrire, ou vous pourriez cliquer directement sur les liens qui sont là, une page de votre navigateur ouvrirait. D'accord? Ça, ce sont vos deux options et on espère vous y retrouver, bien sûr. Autre chose, voici les consortiums qui s'occupent de perfectionnement professionnel, et je déparle, selon votre région, bien sûr. Maintenant, on est prêt à transférer les documents. Je vais aller cliquer ce qu'il faut cliquer tout de suite. Il devrait apparaître devant vous une boîte de dialogue qui montre 6 documents. Tout ce que vous avez à faire, je crois, Eric pourra m'aider si je fais une erreur, vous n'avez qu'à cliquer sur transférer le fichier. Alors, si vous cliquez sur transférer le fichier, vous identifiez un ou plusieurs fichiers, vous les transférez à votre disque dur et trouvez une place pour les faire. Je vais prendre simplement peut-être quelques secondes pour vous donner le temps de compléter cette tâche. Et je reviens, disons, dans 30 secondes. Juste un petit rappel, alors comme dans Windows, il suffit de garder la touche CTRL de presser pour pouvoir sélectionner l'ensemble des fichiers et les télécharger tous en même temps. C'est vraiment dans des cas comme ça où j'apprécie la présence d'Eric, son niveau de compréhension de Adobe Connect m'épate à chaque fois. Alors, voilà, on espère que vous avez eu la chance de télécharger tous ces documents. Et comme vous savez, ce sont des documents pour la plupart en documents Word, ce qui veut dire que vous pouvez les corriger au besoin et on espère qu'ils vous seront utiles. Si vous les essayez et que vous avez du succès avec ça, peut-être que ce sera un point de départ pour vous et de voir comment vous pouvez changer vous-même d'autres exercices, des scénarios que vous essayez pour voir comment les manipuler pour aller rejoindre les élèves là où ils sont et les aider à progresser. D'accord? Alors, je vais masquer la fenêtre maintenant. Si jamais il y a des problèmes, je peux vous envoyer les choses par courriel par la suite. Ceci termine en fait le webinaire de cet après-midi. Votre évaluation serait fort appréciée si vous pourriez cliquer ici pour aller répondre à quelques questions d'évaluation qui vous permettront de donner votre appréciation du webinaire cet après-midi. Nous prenons notre travail très au sérieux. Vos commentaires nous aideront à vous offrir un service supérieur la prochaine fois. Alors, en cliquant, votre navigateur va ouvrir, vous aurez quelques questions à répondre. Et tout ce que vous avez à faire, c'est soumettre vos réponses, bien sûr, et ensuite, vous revenez à Adobe Connect, cliquez sur le X en haut à droite pour fermer la fenêtre et ça terminera la session d'aujourd'hui. Sur ce, au nom du Consortium provincial francophone, je suis René Michaud. Merci infiniment d'avoir participé. Au plaisir.